Bonjour et bienvenue dans Histoire de changer, un podcast où on parle de changement. Que nous soyons à l'origine ou pas, on le vit à chaque instant. C'est la seule constante. Mais comment faire face aux périodes de changement? Comment provoquer et mieux gérer le changement? Comment vivre dans un monde qui ne cesse de changer? Je m'appelle Laura Harley et j'aimerais partager avec vous mes lectures, mes expériences au quotidien et des interviews pour essayer de répondre à ces questions. Changes. Changes come, and then changes go. And there's always change. Seasons change, the time change, people change. In your pocket there is change, and nothing stays the same. Time changes everything, and nothing stays the same the same. Your horizons Living my life the way I want. in all directions at once. Quand on décide de changer, on a besoin parfois d'un guide, de quelqu'un qui nous aide à voir plus clair, à mettre de l'ordre dans nos pensées et qui nous montre les différents chemins qui s'offrent à nous. J'ai rencontré Mahalia Grillo en mai dernier lors d'un week-end de retraite de yoga et développement personnel, peu de temps après avoir posé ma démission. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette belle femme. Son franc-parler, sa fraîcheur, son intelligence et son approche pas du tout gnangnan m'ont frappé. Mahalia Grillo est coach en développement personnel et professionnel. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la suivre sur Facebook ou à vous abonner sur sa chaîne YouTube. Vous pouvez également l'écouter sur Radio Médecine Douce où elle fait du coaching en direct environ tous les mois et demi. Sa prochaine intervention aura lieu le 20 novembre à 11h. Vous pourrez y écouter sa magie opérée. Si vous souhaitez la contacter, je mettrai également le lien de son site internet sur les notes de l'épisode. Bref, je n'aurais pas pu avoir une meilleure invitée pour partager avec vous la première interview de ce podcast et parler de changement avec une experte. Je vous laisse donc découvrir ma conversation avec Mahalia Grillo. Bonjour Mahalia Grillo. Salut, Ça va? très bien et toi? Oui, merci. Avec ce changement de saison, J'adore moi cette période, la fin septembre, début octobre, j'adore l'équinoxe. c'est vrai? Ouais, j'aime beaucoup. T'as fait Il fait quelque encore chose beau. en particulier pour... Je reviens d'un week-end à la mer. J'avais pas vu la mer cet été. Je me suis rendu compte en août que ça m'avait manqué, donc je me suis pris un week-end 2 jours comme ça à Dunkerque en fait, qui était la ville, une des villes les plus proches et les plus simples. Et j'ai passé 2 jours et demi à regarder la mer depuis la fenêtre et me promener sur la plage. C'était fantastique. Super. Alors, je vais te poser quelques questions sur, donc, du coup, sur la notion de changement. Mhm. D'abord, je voudrais savoir comment réagit notre cerveau face au changement. D'une manière générale, l'être humain est régi par de nombreux principes, dont celui de l'homéostasie. En gros, l'idée, c'est vraiment que le système, la fonction du système général, que ce soit physiologique ou psychologique, est de conserver l'état dans lequel on est. C'est-à-dire que si jamais il y a une grosse montée de température, on va se mettre à transpirer pour pouvoir conserver une température interne similaire, et l'inverse si c'est une chute des températures. Ok. Et donc, en fait, d'un point de vue psychique, c'est un peu similaire, c'est-à-dire que face à un changement radical, la première réaction va être une réaction plutôt négative. D'accord. C'est-à-dire que le système va plutôt refuser ou rejeter la notion de changement. En tout cas, c'est la réaction primaire à une information nouvelle. Alors, un exemple très classique, ça fait des années que vous prenez la même route pour aller d'un endroit à un autre de chez vous au boulot. Et en fait, il y a des travaux sur le chemin habituel et on vous demande de changer de chemin. Même si c'est pas forcément plus long ou plus difficile, votre première réaction sera une réaction de rejet. Et après, ensuite, il suffit de regarder les choses, les analyser et puis de voir un petit peu ce qu'on peut en faire. Mais c'est vrai que le système humain a plutôt comme réaction initiale le rejet d'un changement. En tout cas, quand il est radical et surtout quand il est subi. D'accord, ok. Donc en fait, notre cerveau n'aime pas le changement parce qu'il aime bien... Parce qu'on se sent plus en sécurité. En fait, c'est... C'est même plus loin que ça. C'est qu'en fait, son travail, c'est de garder les choses pareilles. D'accord, C'est sa fonction, en fait. ok. Pour des questions de sécurité. On garde les choses en l'état, il ne faut pas trop que ça change, il ne faut pas trop que ça bouge. Mais ça, encore une fois, d'un point de vue de la psyché, c'est vraiment la réaction principale, la première réaction. Et après, il y a tout un tas d'adaptations possibles, heureusement, puisque vu que notre vie est tout le temps en changement, parce que c'est l'essence même de la vie, heureusement, quoi.
Et donc, du coup, justement, tu parlais du changement subi. Moi, je pense qu'il y a donc effectivement deux types de changements. Il y a les changements dont on est à l'origine et il y a les changements qu'on va subir parce que événements extérieurs. Donc, si on parle d'abord des changements qu'on décide de faire, par exemple une personne qui voudra déménager, partir en expatriation, une reconversion professionnelle, quels sont les conseils que toi tu donnerais à cette personne que tu coacherais, enfin voilà, pour s'accompagner dans cette phase de changement? C'est une question assez vaste parce que ça dépend vraiment de la personne là où elle en est, qu'est-ce qui l'a emmené à faire ces choix-là. En tout cas, déjà, ce qui peut s'appliquer à beaucoup de situations, c'est l'idée du plus petit pas possible. C'est-à-dire que quand on a un changement important à faire, effectivement, déménagement, changement de lieu de vie, par exemple d'un pays à un autre, ou changement de boulot, de toute façon, ça va secouer, ça va être perturbant. Donc l'idée, c'est, une fois qu'on a une idée à peu près claire de là où on veut aller, c'est vraiment de découper le chemin qu'il y a entre nous et ce qu'on veut obtenir en étapes, de prendre les choses petit à petit en n'étant pas tout le temps en train de regarder directement de là où on est au point de conclusion. Sinon, ça peut donner un peu le vertige. Par exemple, une cliente qui voulait terminer un roman qu'elle avait commencé depuis longtemps. Donc, c'est vrai que sur la question du changement, pour elle, c'était passer de l'état d'écrivain rêvé à écrivain, ou écrivaine en tout cas. L'idée, c'était vraiment de se dire, voilà, moi, ce que je voudrais obtenir, c'est d'avoir terminé un ouvrage et qu'il soit publié. Je rentre pas dans les détails, mais en tout cas, c'était ça son objectif. Mais si elle pense à ça, ça peut être trop gros et paralysant. Donc l'idée, c'est vraiment de découper tout ça en petits morceaux. Donc si on fait un rétro-planning, avant d'être publié, ça veut dire qu'il y a eu des manuscrits envoyés à X maisons d'édition. Avant de les envoyer, ça veut dire que déjà le manuscrit doit être fini et qu'ensuite elle aura listé un certain nombre de maisons d'édition qui peuvent être intéressées par son ouvrage en fonction de la thématique, peut-être regarder dans son réseau les contacts qu'elle a. Pour terminer un manuscrit, il y a X chapitres ou X personnages ou un arc narratif qui se termine. Donc plus on découpe et plus on prend les choses une par une, moins la notion de changement va être perçue comme une menace ou ressentie comme un danger. Quand on prend quelque chose comme un déménagement, c'est vraiment... encore une fois, c'est assez intéressant de le prendre à l'envers et de faire un rétro-planning, mais de se dire, voilà, si à telle date, on a emménagé dans tel appartement, ça veut dire qu'à telle date, on aura booké les déménageurs, donc à telle date, on aura fait tant de cartons, DF, etc., etc. Donc l'idée vraiment de découper les choses et de les prendre peut-être semaine par semaine pour les gros changements, ou jour par jour pour les choses un peu moins complexes, ça permet d'être rassurant et puis de ne pas se faire peur pour rien, quoi, en tout cas. En fait, c'est une question de préparation. De préparation, d'anticipation et puis de méthodologie. D'accord. Et dans la manière dont on construit un changement, d'essayer de le faire de la manière la plus douce possible. Si quelqu'un a été toute sa vie très sédentaire avec peu d'activité physique et qui se met à courir 1 heure par jour, déjà ça va être assez désagréable a priori, et puis ça va peut-être être pas forcément dangereux, mais en tout cas désagréable au point de peut-être l'en dissuader. Donc l'idée est de se dire, je sais pas, si quelqu'un prend conscience que c'est un besoin pour des raisons de santé ou pour des raisons d'énergie, de se mettre à pratiquer une activité physique régulière, déjà, moi j'invite forcément les gens à faire des choses qui leur plaisent, c'est toujours plus facile. Et puis à y aller petit à petit, quoi. De pas passer de 0 à tous les jours, mais peut-être 1 fois par semaine pendant un petit temps, ensuite 2 fois par semaine, peut-être varier les activités, mais en douceur, petit à petit. Ça sert à rien de bourriner, en fait. Ça va pas aider le système, justement, à accepter les modifications des habitudes. Ok. Et justement, si on parlait donc des changements qu'on ne décide pas, mais qui viennent plutôt de quelque chose d'extérieur, je pense par exemple à un décès ou une personne qui reçoit des mauvaises nouvelles, type maladie, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire quand tout change, quand tu as l'impression que tout est en train de s'écrouler autour de toi? Je pense qu'il y a plusieurs éléments. La première chose, c'est d'accepter que temporairement, on va être dans un état émotionnel très inconfortable, voire horrible. C'est accueillir l'émotion. Ouais. L'accueillir, c'est presque même un deuxième temps. D'accord. Dans l'idée que je m'en fais, c'est-à-dire, quand on est dans une émotion très désagréable, par exemple une grande peur, ou une grande tristesse, ou une très grande colère, ou déception, si en plus on lutte contre l'émotion elle-même en se disant « je devrais pas être en colère, ou si triste, ou si déçu », ça va ajouter pour rien en fait.
Ça sert à rien d'ajouter du rejet ou du... Ça sert à rien de repousser le truc. De toute façon, il est là, c'est déjà assez chiant. Si en plus on lutte, ça va dépenser de l'énergie pour rien. Donc vraiment, accepter que pour le moment, c'est comme ça. Ensuite, peut-être essayer de se rappeler, et c'est peut-être un des trucs les plus difficiles, et c'est pour ça qu'il existe des métiers comme le mien et qu'il existe aussi des amis dans la vie, c'est essayer de ne pas oublier que ça va pas durer. Et franchement, ça c'est chaud. Quand t'es dans un truc catastrophique, un deuil, quel qu'il soit, que ce soit le deuil, je sais pas moi, d'un boulot où on t'a demandé de partir, ou d'une personne qui est partie, ou d'un amoureux, une amoureuse qui quitte, de toute façon, c'est nul. On va pas se... si vous entendez quelqu'un vous dire je vais transformer ça en 5 minutes et puis tu ne sentiras plus rien, ça s'appelle de la drogue en fait déjà. Et ça risque de revenir à un moment donné. Donc c'est avoir conscience que ça fait partie des choses, ça fait partie de la vie et que c'est pas dangereux dans le sens ça va pas rester là à tout jamais. Il y a un moment donné, ça va se transformer, ça va changer. On sait pas quand, ça va peut-être mettre un certain temps. Mais ça ne peut pas rester comme ça. Et ça vaut pour les plus grandes catastrophes, les plus grands deuils, ça vaut pour les dépressions profondes. Là, je parle de la pathologie, pas des états dépressifs ou d'être déprimé, je vous parle de ce qui nécessite un accompagnement médicamenteux. Ça ne va pas durer éternellement. Encore une fois, c'est tellement dur de s'en rappeler que c'est là aussi, c'est dans ces moments-là qu'il est important d'échanger avec des gens, que ce soit des professionnels ou des proches, mais des gens qui vous disent pas des trucs pourris, en fait. Comme quoi, par exemple? Des gens qui sont aidants. Je sais pas, moi, qu'est-ce que tu détestes entendre quand tu vas pas bien? Qu'est-ce qui t'énerve quand tu vas hyper mal et qu'on te dit un truc et que ça te saoule encore plus? Ah oui, ne t'inquiète pas. Oui. Par exemple, Oui. tu vois. Mhm. T'inquiète pas, ça va passer, c'est rien, avec, tu vois, la minimisation du truc. Bon, dans ce cas-là, vous pouvez choisir vos interlocuteurs et vos interlocutrices. C'est-à-dire, si vous êtes dans un état émotionnel très dur parce qu'il s'est passé un événement, un changement choquant pour vous, choisissez avec attention à qui vous le partagez en fonction de comment cette personne va le recevoir, est en capacité de le recevoir. Tout le monde n'a pas la capacité de recevoir un état émotionnel catastrophique, parce que culturellement, on n'est pas très bien entraîné à ça. Quand t'as quelqu'un qui s'effondre en pleurs, les gens sont hyper mal à l'aise. Ouais. Ils sont hyper mal à l'aise. Moi, je suis formée, je garde quand même un certain malaise, mais il est beaucoup plus restreint et j'ai des idées, que ce soit perso ou pro, je sais à peu près comment on fait, sachant que principalement on fait rien, on est juste là. Ça c'est quand même le premier truc quand on veut soutenir quelqu'un, c'est la présence et de pas hésiter à demander à la personne de quoi elle a besoin parce que y a que elle qui sait, puis des fois même elle sait pas. Ça a dû vous arriver quand vous dites à quelqu'un qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, et l'autre elle te dit j'en sais rien en fait. Parce que des fois, il n'y a rien à faire. Et c'est là où être présent, c'est pas mal. Donc, tournez-vous vers des gens qui vont vous faire du bien. Et si vous voyez qu'il y a des gens, même s'ils sont très bien intentionnés et qui vous disent des trucs qui vous font pas du bien, c'est peut-être pas la peine de les appeler toutes les 5 minutes ou de trop les voir à ce moment-là. Donc ça peut être important vraiment de savoir à qui on a envie de partager ces choses-là. Voilà, c'est des idées comme ça qui me viennent, en tout cas, quand on est très proche du moment où le changement ou le choc a eu lieu. J'avais aussi proposé à un moment donné sur Facebook de faire une liste de quoi faire en cas de difficulté émotionnelle. Parce que je m'étais rendu compte, donc moi-même j'ai vécu un truc un peu chaud cette année, c'était avril-mai. En gros, mon mari, qui va très bien, rassurez-vous, a été hospitalisé pendant plusieurs semaines, et en fait pendant un temps bien trop long à mon goût, on savait pas ce qu'il avait, on savait pas si c'était dangereux ou pas, et c'était assez spectaculaire comme phénomène, il pouvait pas marcher, enfin bref, c'était... Et j'ai jamais eu aussi peur de ma vie, mais j'ai eu peur longtemps, 2 semaines et demie, quoi, un truc comme ça. Et c'est hyper long en fait quand t'es terrorisé. Et je me suis rendu compte au bout de quelques jours que je n'avais pas utilisé, que j'avais utilisé aucun des outils que je connaissais. Alors que bon, j'en ai quand même une mallette pleine à craquer. Mais c'est normal, quand on est en état de choc, on est en état de choc. Donc on pense pas forcément à utiliser des trucs. Donc c'est vrai que j'ai commencé à travailler sur une liste, mais pour moi, à la base, qui réunissait les trucs qui pouvaient m'aider en cas d'émotions difficiles. Liste qui contient, effectivement, appeler un pote, appeler ma thérapeute, faire boire un thé, faire du yoga, faire de la respiration, le FT. J'avais noté aussi le rescue en fleur de bac, la cohérence cardiaque, faire une sieste. Quand on est choqué émotionnellement, les siestes, ça peut être pas mal. Voilà, c'est vrai que là, on parle de changement où il y a une annonce extérieure qui d'un coup vous dit « bam, c'est comme ça ». Et donc ça peut être intéressant à un moment donné où ça va bien,
de se lister, de noter comme ça des idées pour les avoir sous le coude le jour où... Et sachant que c'est très variable selon les gens, il y a des gens, donc j'ai posé la question sur Facebook, il y a des gens qui ont répondu des choses auxquelles moi j'ai pas forcément pensé tout de suite, par exemple se promener dans la nature, cuisiner, il y a des gens que ça détend. Évidemment, faire du sport, certains sports plus que d'autres. L'alcool est pas complètement inintéressant dans la mesure où utilisé modérément et en quantité et en fréquence, ça peut avoir un effet légèrement tampon entre soi et la réalité. Mais de façon consciente. De façon consciente, c'est-à-dire je prends un verre pour me calmer. Je prends un deuxième verre pour le calmer. Bon, et après, on va peut-être pas forcément continuer. Là, c'est chacun sa responsabilité. Moi, j'ai pas à dire aux gens ce qu'ils doivent faire ou pas, tant qu'ils sont adultes. Et voilà, c'est chacun en conscience. Mais en tout cas, c'est pas forcément une mauvaise idée. L'idée n'est pas de diaboliser l'alcool, ni de le rendre anodin, parce que c'est tout sauf anodin. Hein. C'est un toxique. L'ivresse, si vous voulez, c'est le système qui vous dit c'est un poison, il faudrait arrêter d'en prendre. Donc, c'est pas non plus l'idée d'aller se pinter dès qu'il y a une mauvaise nouvelle. Mais des fois, c'est pas plus mal que tout un tas d'autres conduites qui seraient peut-être plus nocives pour le système, tant que c'est, encore une fois, restreint en quantité et en fréquence. C'est pas pour rien que dans les films, quand les gens apprennent un truc grave, ils prennent un verre. Et qui boivent cul sec, hein. Ça sort pas de n'importe où. Hein. Donc voilà, listez-vous tout un tas de choses qui vous font du bien pour les avoir sous la main le jour où vous apprenez. Voilà, donc sur ces outils-là, je suis quand même plutôt sur une temporalité proche de l'annonce et sur les quelques jours, en tout cas sur un état émotionnel très haut, aigu. Voilà, ensuite, il y a énormément de choses qu'on peut mettre en place, mais ça dépendra vraiment du sujet, de la personne et de quoi on parle. Hein. Quand on parle de deuil, voilà, il y a les étapes qu'on connaît bien maintenant, sachant qu'elles peuvent advenir dans le désordre, voire il y en a une qu'on pense avoir passée, il y en a une autre qui revient. Il y a un conseil pour le coup qui doit être un peu universel, hein, c'est regardez-vous avec douceur, bienveillance et patience, vous faites du mieux que vous pouvez quand vous accueillez un changement que vous n'avez pas choisi, quoi. Et justement, du coup, tu parlais des choses que les gens te disent quand tu vis un changement et que quelque chose arrive dans ta vie. Il y a notamment une phrase que beaucoup de personnes disent qui est tout arrive pour une raison. Ouais. Et Tarte à la crème numéro 58 du développement personnel. Voilà. Ouais. Alors, je vais m'inspirer de mots de Christophe André que j'ai écouté il y a peu de temps là, en podcast sur France Culture ou France Inter, je sais plus, mais au cours d'une émission sur la dépression, justement, très intéressante, il disait qu'il fallait pas confondre le point de vue ou l'analyse a posteriori d'un truc nul pour voir en quoi ça a été bénéfique, qu'est-ce qu'on en a retiré. Ça, il faut pas le confondre avec la souffrance terrible quand on est dedans. Quand vous avez quelqu'un qui galère, c'est peut-être pas le moment d'aller lui dire tu verras, c'est un cadeau de la vie. Enfin, je veux dire, moi, si on me dit ça alors je galère, tu t'en prends une en fait. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout ce que j'ai envie d'entendre, je suis pas en état de l'entendre, ça ne me sert à rien. Ça va plutôt me faire culpabiliser de la souffrance que j'ai, et c'est pas nécessaire quand t'es déjà... Tu vois, si quelqu'un m'avait dit alors que mon mari était à l'hôpital depuis 10 jours, tu verras, t'en rigoleras dans 6 mois. D'ailleurs, c'est un peu arrivé avec des potes qu'on fait des blagues qui étaient trop tôt, en tout cas trop tôt pour mon ressenti. Ils sont pris un taquet direct, j'ai dit non, c'est pas drôle. C'est pas, parce que c'était trop tôt, c'était pas le moment. Donc l'idée, c'est vraiment de... Oui, moi, dans mon système de croyance, je pense que tout arrive, que tout a une fonction. Mais pour moi, la question, c'est à quel moment on se préoccupe de cette question-là. Qu'est-ce que ça m'apporte? Quelle fonction ça a eu? Et en quoi ça m'a fait avancer? Qu'est-ce que j'ai appris sur la vie? Et à un moment donné, où c'est pas le moment de le faire. Et donc, si je reprends l'exemple de mon mari à l'hôpital, a posteriori, évidemment, je peux analyser le truc en disant que ça nous a énormément rapprochés. Alors, c'est une évidence absolue, mais à vivre, c'était très fort. Que d'avoir eu cette trouille-là, je me suis rendu compte, j'en doutais pas, mais il y a une différence entre le savoir et le traverser l'expérience et le vivre au niveau du cœur. Ça nous a fait comprendre dans une autre dimension la qualité de notre relation. Moi vis-à-vis de lui et lui vis-à-vis de moi, parce que voilà, moi j'ai été très présente avec le boulot que j'ai et que j'ai construit. J'ai pu bouger tous mes rendez-vous pour être un maximum avec lui, voilà, même si je pouvais rien faire. Évidemment, moi ça m'a fait bosser comme une dingue sur la notion d'impuissance. Ça m'a
permis d'avoir un point de vue encore plus intéressant sur la communication en milieu hospitalier. Donc le jour où on m'appelle pour faire des formations, je saurais quoi dire. Enfin, je peux faire ça pendant des heures. Moi, si vous voulez, c'est mon métier de faire ça. C'est mon métier de comprendre à partir d'éléments pas forcément rigolos et d'expériences difficiles, qu'est-ce qu'on en tire. Mais il y a des moments, quand je suis en accompagnement et que je coach quelqu'un, c'est pas le moment de lui dire ça. Il y a des moments, c'est le moment de lui dire, ben ouais, t'en chies, je comprends. Tu sais quoi, c'est normal. Tu sais quoi, ça va pas durer. Et pendant que ça dure, ben c'est nul. Des fois, il y a des clients qui m'ont dit, je fais quoi ? J'ai dit, ben là, rien. Là, c'est nul, je suis désolée, mais c'est pourri. Il y a même des moments où faire de la cohérence cardiaque, c'est pas possible. Faire du yoga, c'est pas possible. C'est juste pourri, quoi. Tu viens de te faire larguer de manière un peu surprenante par quelqu'un à qui tu tenais depuis un certain temps. Ben, tu te mets sur ton canapé, puis tu chiales pendant 3 jours, puis tu manges de la glace, quoi. Tu vois, qu'est-ce que je te dis ? Enfin, je veux dire, il y a pas... On peut pas aller plus vite que... Non, on peut pas aller plus vite que... Alors, il y a des moments où on peut adoucir et accélérer un peu la digestion de certains trucs. Ça fait vraiment partie de mon métier. Il y a des moments, non. Il y a des moments, c'est juste comme ça. C'est comme quand tu t'enrhumes. Ben, tu sais que t'en as pour... c'est quoi le truc 7 jours ou 8 jours, je sais jamais. Mais en gros, tu sais que ça va suivre son cours, que tu peux pas faire grand-chose. Tu peux adoucir un peu les symptômes avec, je sais pas, moi, des tisanes, des huiles essentielles, des trucs, des machins. Mais ton rhume, il va pas s'en aller, en fait. Hein. Une fois que c'est parti, c'est parti. Donc c'est pareil pour les émotions et les grands changements provenant de l'extérieur. D'accord. Et donc du coup, malgré tout, est-ce qu'on peut définir tout changement comme positif ? Est-ce qu'à long terme, dans la balance, tu parlais du fait que voilà, ça peut t'apprendre beaucoup de choses sur toi, tu peux finalement, un changement comme ça peut te montrer des nouveaux aspects. Quel est ton avis sur la question ? En fait, c'est pas vraiment un avis au sens factuel, c'est plutôt un choix que j'ai fait. Dans mon métier, on parle donc beaucoup de système de croyances, et quand on parle de système de croyances, c'est l'ensemble des idées que l'on choisit de prendre pour vrai. J'insiste sur le mot choisir. C'est intéressant de se dire, bah en fait, je vais décider ce en quoi je crois. Ce qui m'apparaît limitant, je vais m'en débarrasser ou le laisser partir. Ce qui m'apparaît neutre, je m'en fous. Et ce qui m'apparaît être une ressource, je vais l'adopter, le cultiver, l'entretenir, le nourrir, le faire grandir. Donc en fait, c'est pas vraiment un avis circonstancié de savoir si le changement c'est bien ou pas. En vrai, j'en ai aucune idée. Par contre, moi je choisis de croire qu'il y a toujours un moment où on peut voir les choses d'un point de vue constructif. Et c'est une des raisons pour lesquelles les gens me donnent de l'argent, en fait. C'est que je suis capable de le faire tout le temps, parce que c'est mon métier et parce que c'est pas de moi dont il s'agit. Par contre, encore une fois, c'est une question de temporalité. Au moment où ça arrive, non, c'est pas positif. T'as quelqu'un qui meurt, c'est pas positif. Tu te fais virer, c'est pas positif. Non, ça fait chier, en fait. Tu loupes ton train, ça fait chier. Après, en fait, il allait faire un temps pourri, c'est pas très grave, ben tant mieux. Mais c'est un choix de garder ça en tête pour se dire a posteriori, au moment où on est prêt, qu'est-ce que j'en gagne ? Et puis de faire peut-être la part des choses en regardant, si on a envie de jouer à ça, dans une balance, qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd, sachant que moi, la balance, je triche. Mon métier, c'est de tricher pour que la balance, elle soit en positif. Mais il y a certainement des changements qui passaient... Enfin, je sais pas, quand on perd certains êtres chers, c'est difficile de voir la balance dans le bon sens. Moi, j'ai perdu, par exemple, mon grand-père très jeune. C'est difficile de voir... Évidemment, je peux vous faire des tartines sur ce que ça m'a appris de moi, de la vie, de l'importance de dire aux êtres chers qu'on les aime. Enfin, mais c'est compliqué de voir où elle est la balance. J'aimerais bien encore que ce monsieur soit dans ma vie et qu'on puisse discuter. Si ça se trouve, on se serait engueulé pendant 30 ans, mais j'en sais rien. Mais en fait, c'est aussi accepter que des fois, on sait pas. Donc plutôt que de se dire oui, le changement, c'est positif ou pas, moi, je choisis de fabriquer le constructif et le positif. C'est moi qui décide, en fait. D'accord. Donc en fait, c'est peu importe, en fait, quelle que soit l'expérience que tu vis. Ouais, tu peux la modifier. D'accord. Okay. Tu peux modifier la perception que tu as d'une situation. Et c'est d'ailleurs principalement ce qu'on fait en coaching et en accompagnement thérapeutique, peu importe les disciplines et les outils. Avant ou plus qu'un changement réel, factuel dans la vie de la personne, il va s'agir d'opérer un changement de perception et de permettre à l'autre de voir les choses sous un autre angle. Ce qui va déjà faire les 2/3 du taf, quoi, en fait. Ouais, c'est sûr. Et
Justement, tu parlais des tartes à la crème du développement personnel. Euh, c'est un mot qui, tu me disais, n'est pas encore arrivé en France avec la même puissance euh, que ce mot a aux États-Unis, mais on parle beaucoup du thème de résilience. En tout cas, c'est un concept que moi, j'ai beaucoup entendu en entreprise, du fait que c'est bien d'être résilient et quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir. C'est presque une compétence qu'on essaie de nous demander dans n'importe quel boulot aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses du coup de ce mot à la mode? Alors, pour moi, la résilience, dans les souvenirs que j'en ai, les premières fois où j'ai rencontré ce mot, c'était dans le cadre de mes études, c'était peut-être en psychiatrie légale, ou enfin je sais plus exactement, mais en tout cas c'était dans le monde de la psychologie, de la psychiatrie, et selon moi, c'était la capacité qu'un individu a à se remettre de ses expériences douloureuses et à les dépasser pour revenir à un état psychique plutôt bon. Voilà, c'est l'idée que je me fais, la définition. Donc évidemment, c'est hyper important comme capacité. On n'est pas égaux. Voilà, on sait pas. Des fois on sait pourquoi, des fois on sait pas. Il y a des gens qui arrivent à traverser certaines épreuves mieux que d'autres. Ça dépend de la nature des épreuves, ça dépend des individus, ça dépend de leur âge, du moment de leur vie. Par exemple, on sait que les enfants sont plus résilients que nous. Face à un trauma similaire, je sais pas, moi, une guerre, un attentat, un truc, les enfants ont une capacité plus importante que les adultes. Pour tout un tas de raisons que je vais pas développer ici, puis pour le coup, je me rappelle plus des détails de mes cours, mais voilà. Après, bon, donc, quand j'accompagne des gens, évidemment, la capacité de résilience, elle se travaille dans le fond et dans la forme. C'est-à-dire que on va travailler la capacité profonde à digérer des événements du passé qui n'ont pas été avalés, pas digérés correctement. Ce qui va permettre aux gens de se débarrasser d'un paquet de trucs et de passer à autre chose. On va aussi renforcer cette capacité-là en ajoutant d'autres nouvelles. Par exemple, la confiance en soi, l'estime de soi, la confiance en sa capacité d'adaptation, qui est un truc hyper important. Voilà. Après, quand j'entends ça être utilisé pour caricaturer un petit peu en entreprise, comme des propos tenus auprès de gens qui viennent de se faire changer de poste contre leur avis, par exemple, je trouve ça hyper hypocrite et carrément tordu, voire cruel en fait. Parce que là, on dit à l'autre, t'es censé réagir différemment, et cette situation n'est pas censée être un problème pour toi. Alors que si l'autre, il est en catastrophe parce que il a changé de poste et que c'est pas du tout ce qu'il voulait, et que, je sais pas, moi, qu'il y a un changement de ville géographique, ou un changement de statut, ou un changement de revenu, enfin peu importe, quelque chose que la personne n'a vraiment pas choisi, demander à la personne d'être résiliente, c'est presque une accusation d'insuffisance. Oui, et justement, parfois on a l'impression que c'est presque un muscle qu'on peut développer ou travailler, ou qu'on nous demande en gros de travailler pour faire face à tout ce qui nous arrive. Pour moi, qu'une personne choisisse en son âme et conscience de travailler son muscle résilience, ok. Que l'entreprise fasse un événement, permette ça en débloquant des fonds pour des accompagnements, si possible avec des gens à l'extérieur de l'entreprise, pas des gens à l'intérieur, mais que l'entreprise mette un budget pour essayer de soutenir les personnes quand il y a eu des situations difficiles, évidemment, ok. Par contre, qu'on exige des gens, sans leur proposer d'appui, d'être plus résilients, pour moi, il y a un problème. Il y a un problème parce que ça veut dire, comme on va te balancer des trucs désagréables, on va te balancer en même temps l'injonction un peu hypocrite de résilience pour te dire, en gros, si tu vas pas bien, c'est de ta faute. C'est ça qu'il y a derrière, hein, comme message. Si tu vas pas bien, c'est de ta faute. Non, s'il va pas bien, c'est parce qu'il vient de se faire virer. Et après, il travaille sa capacité de résilience. Mais il faut pas tout confondre, en fait. Hein. Alors, je prends évidemment des exemples extrêmement caricaturaux pour que le propos soit clair. Hein. Mais il s'agirait de pas se planquer derrière ce mot. Et c'est là où il y a quand même un certain nombre de termes du développement personnel qui sont brandis comme des espèces de parapluies. Et c'est un peu dommage, parce que on s'éloigne un petit peu du fond du sujet. Donc je pense que, comme pas mal d'effets de mode, quand c'est utilisé un peu n'importe comment, ça perd de son sens, et que c'est un peu dommage. Mais par contre, sur le fond, évidemment, la résilience, ça se travaille. Et on peut la travailler comment ? Ça dépend. Ça dépend pourquoi la personne galère, en fait. Si c'est une question de confiance en soi, d'estime de soi, c'est par là qu'on va prendre. Si c'est une question de confiance en
l'avenir en la vie, c'est un peu autre chose. Là, on peut vite taper dans des trucs plus spirituels ou métaphysiques. Si c'est la confiance en sa capacité de rebond, d'improvisation, d'adaptation, on va bosser ça. Si c'est accélérer un deuil, parce que pour pouvoir passer à autre chose et mettre en place des actions, ben, c'est pas mal d'avoir digéré le truc, en tout cas en partie. Donc ça peut être faciliter un deuil plutôt que accélérer, parce que des fois, c'est pas vraiment la temporalité, c'est la nature du truc. Il peut y avoir un travail de pardon, que ce soit envers l'autre et envers soi. Il y a souvent une part pour soi-même. Par exemple, là, je discutais... donc la cliente que j'avais un peu plus tôt aujourd'hui se rend compte que elle a un système très bon élève. À toujours avoir besoin d'avoir des bonnes notes. Et quand on creuse pour voir d'où il vient, donc ce qui évidemment lui cause des problèmes là maintenant, hein, sinon on le bosserait pas. Et elle se rend compte que ça vient d'un certain nombre d'années dans sa jeunesse, vraiment jeune, entre 15 et 21, 22 ans, où elle était dans un système scolaire très prépa. Oui. Donc avec un double discours bien foireux que je connais parfaitement, à la fois vous êtes la crème de la crème et l'élite de la nation, et à la fois vous êtes des merdes, si vous avez 8, c'est déjà le sommet. Oui. Donc je passerai sur l'injonction paradoxale contenue par ce genre de pratique qui finalement est vraiment inhérent à une partie du système scolaire français. Bon, oui, ça fait des bons résultats d'un certain point de vue. Après, moi, ça fait que j'ai du boulot pour les 30 ans à venir, hein, donc chacun son point de vue. Mais l'idée, là, pour cette personne, en l'occurrence, c'est d'aller travailler sur ce système de croyance-là. Mais pas le système de croyance lui-même, parce qu'elle sait que ça n'a pas de sens, que ta valeur soit définie par une note sur 20. Mentalement, elle a compris depuis longtemps que c'était n'importe quoi. Mais il y a une partie d'elle qui croit qu'elle aurait dû savoir faire autrement. Elle avait 15 piges. Quand t'as 15 ans, tu prends ce qu'on te file, tu vois ce que je veux dire, surtout dans les systèmes scolaires prépa. Et donc, on atterrit sur un besoin de se pardonner à elle-même pour perdre l'idée selon laquelle elle aurait dû savoir faire différemment. Et une fois que tu bosses ça, eh ben, la résilience chez elle, qui est une capacité à tenter des trucs en acceptant que dans le tas, il y aura des échecs, elle va augmenter. Je sais pas si ma démonstration est claire. Si. Ben, moi, ça m'est arrivé la même chose, en fait, parce que j'ai fait une prépa et c'était pareil. On arrive et on pense que... On sait qu'on n'est pas mauvais dans ce qu'on fait, mais on arrive et on se sent vraiment mal de ne pas pouvoir être à la hauteur de ce que le prof nous dit. Et en même temps, voilà, il s'arrête pas de nous dire qu'on est l'élite. Ça fait des arrogants dépressifs. C'est ça. Ouais, non, c'est un système de merde. Moi aussi, j'ai fait Hippocagne, donc j'y suis passée. Et puis, ce que j'ai fait en droit, c'était un truc un peu spécifique. Donc, le discours de l'élite de la nation, je l'ai eu suffisamment de fois pour commencer à m'en méfier un peu tôt. Mais voilà, c'est en tout cas, pour donner un exemple concret de comment on bosse la résilience. En tout cas, moi, j'essaie de comprendre qu'est-ce que la personne a besoin d'acquérir comme compétence, là, maintenant, pour digérer soit ce qu'elle est en train de traverser, soit pour... atteindre des objectifs plus facilement. On va regarder sur quoi c'est basé, quelles sont les sources. Donc, chez cette cliente-là, c'était le système de croyance et derrière ça, le fait qu'elle s'en voulait, tout simplement. D'avoir cru au mensonge, au bobard de ta valeur est liée à ta note. Et puis, une fois qu'on démonte ça, voilà, le truc se remet petit à petit. Et puis après, il peut y avoir d'autres étapes qu'on va travailler au fur et à mesure. Mais bien sûr, ça se travaille, évidemment. Ça se travaille aussi. Tout ce qui touche, encore une fois, à l'estime de soi, à l'amour de soi, à la confiance en soi, c'est comme des socles, la résilience. Ça suffit pas toujours parce que ça peut être des autres trucs. Là, je vous fais des généralités, mais c'est quand même là-dessus qu'on se base. Donc, si vous avez des enfants, essayez de pas corréler les démonstrations d'affection et les notes en classe, quoi, par exemple. Que c'est deux choses différentes. Alors, vous pouvez être content parce qu'il a une bonne note et un peu triste ou inquiet parce qu'il a une mauvaise, mais il faut pas confondre l'amour qu'on leur porte. Il faut que ça, ce soit clair dans le discours et dans les gestes. Sinon, ça crée du boulot pour les gens comme moi, qui, quand ils auront plus de boulot, feront un autre boulot, quoi. Il n'y a pas de problème. Tu changeras facilement. Ouais. Et oui, justement, donc, du coup, on parlait par exemple du choc. Quand on est dans une phase de changement, il y a la première étape qui va toujours être peut-être un petit peu plus difficile. Maintenant, si on parle, donc une fois qu'on a passé cette première étape,
et qu'on sait qu'on est toujours dans une phase de transition, on est en train de s'adapter, quels sont les conseils, par exemple, qu'on peut faire au quotidien pour se sentir plus ancré ou plus stable? Si c'est d'ancrage qu'on a besoin, ou de stabilité, en fait, finalement, c'est la première question. Oui. Je Oui, constate que je suis dans une période de changement voulu ou subi. Ok. Je constate que j'en bave. Quelles sont les émotions qui me traversent? Est-ce qu'on est plutôt sur de l'inquiétude, de l'angoisse? Est-ce qu'on est sur de la tristesse, sur de la colère? Bon, c'est quoi un petit peu? Ça vous permettra déjà de souffler, d'identifier ces émotions. Donc là, je vous renvoie vers la communication non violente et les techniques qui sont très, très utiles dans ce cas-là. Et puis vous pouvez vous demander de quoi j'ai besoin. Vraiment, concrètement, de quoi j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin d'être rassurée? Est-ce que j'ai un besoin de sécurité? Est-ce que j'ai un besoin d'ancrage et de stabilité? Est-ce que j'ai besoin de me changer les idées? Au contraire, de faire des choses qui me sortent de la situation où je suis d'un domaine précis, si c'est dans un domaine précis. Et puis, en fonction de vos besoins, vous allez créer, seul ou accompagner, les éléments qui vont nourrir ces besoins-là. Donc si on tombe sur un besoin d'ancrage et de stabilité, vous pouvez, par exemple, ça j'ai déjà proposé à des clients et des clientes, lister dans votre vie tout ce qui est stable, tout ce qui n'a pas changé. Parce qu'en fait, on va être focus sur le changement. D'accord. Par exemple, un changement d'appartement, de quartier, etc. Sauf qu'en fait, pendant ce temps-là, votre amoureux, amoureuse, vos potes, votre famille, de ce côté-là, peut-être ça va pas changer. Le fait d'écrire, et j'insiste à la main, de lister toutes les choses qui sont stables, ça va complètement retourner votre système qui croit que c'est la fin du monde parce qu'il y a un domaine certes important qui lui vient de bouger. Donc ça, c'est un peu un truc universel que vous pouvez faire sans problème. Ça, c'est pour la stabilité. Sur l'ancrage, en termes de symbolique, on est sur quelque chose qui ramène à la terre. Donc suivant les gens, ce qui va vous parler, ça va être d'aller marcher pieds nus dans la forêt. Un peu compliqué quand on est à Paris, mais faisable certainement dans les parcs. Ça peut être vous faire des séances de relaxation, de méditation, pareil, couché par terre. Puisqu'on parle d'ancrage, on est au sol. Pour ceux et celles qui pratiquent le yoga, eh bien, regardez dans les postures qui correspondent à cette idée-là. Je pense qu'il doit y avoir soit même des types de yoga ou des postures spécifiques d'ancrage. Peut-être tout ce qui a à voir avec un arbre, ça m'a l'air pas mal. Oui. Qu'est-ce qui peut ancrer? Ah oui, il y a ce qui ancre pas mal aussi, c'est les choses du quotidien. C'est-à-dire faire des lessives, faire le ménage, faire la vaisselle. Bon, là, on est dans le concret, on est dans la matière, quoi. Ranger des trucs. Il y a des gens, ça va être des activités manuelles dont on peut suivre la progression visuellement. Je pense au tricot. C'est-à-dire, il y a tout un pan de ma vie sur lequel j'ai peut-être pas la main, en tout cas moyennement. Par contre, je vais faire des trucs sur lesquels non seulement j'ai la main, mais j'en ai la preuve physique. Et donc si vous tricotez, vous voyez bien le pull grandir, et une manche, et deux manches, et le col. Les activités, construisez des trucs, faites des meubles Ikea. Il y a des gens comme ça, ils se soignent en faisant... Mais c'est vrai, en faisant des meubles Ikea, en faisant des gâteaux. Parce que l'ancrage, on peut l'opposer encore une fois symboliquement à ce qui est éthéré et abstrait. Donc un métier comme le mien, par exemple, il est un peu abstrait. C'est-à-dire que pour montrer ce que je fais, il y a les émissions comme celle-là, mais finalement c'est un peu compliqué. Alors moi j'ai évidemment des outils d'évaluation, mais je peux guère montrer quelqu'un comme on montre une maison qui a été construite. En disant, regarde, il faudra de toute façon un peu de temps, un peu d'explication. Donc faites des choses qui se voient. Fabriquez des étagères. C'est vrai que moi, le rangement, ça m'aidait énormément parce que je voyais tout d'un coup mon extérieur, enfin mon environnement devenir plus rangé, beaucoup plus calme. Ouais. Donc moi, ça me calmait. Bien sûr. C'est vrai. Là, sur la question du rangement spécifiquement, je vous renvoie vers les travaux de Marie Kondo et de Thomas Sisso aussi. En tout cas, toute cette mouvance qui lie très clairement le rangement des biens matériels au rangement psychique interne. Alors ça loupe jamais. C'est pas compliqué, hein, ça marche à chaque fois. Donc, videz votre armoire. Alors, le rangement lié au tri. Oui. Les deux sont importants. Le tri, c'est je laisse aller les vieux trucs dont j'ai plus besoin. Les trucs qui font que finalement je me respecte pas tout à fait, des choses moches, des choses qui ne me vont plus, le jean dans lequel je crois que je pourrais rentrer un jour alors qu'en fait, non, en fait c'est fini. Mais peut-être que tu rentreras dedans, mais t'achèteras un autre jean, on s'en fout, etc., etc. Le tri jusqu'au bout. Et ça, quand je bosse sur des questions de tri et de rangement avec des clients, j'insiste là-dessus. Si on prend une armoire, si on prend un dressing, enfin voilà, les habits, les chaussures, les machins, trier et ranger, ça va jusqu'à... Il y a des choses qui vont aller à la poubelle, il y a des choses qui vont aller dans des dons.
il y a des choses qui vont être rangées dans des boîtes parce que c'est pas la saison, il y a des choses qui vont être rangées visibles. Le tri n'est pas terminé tant que les derniers sacs ne sont pas amenés à la déchetterie ou à Emmaüs. Soyons hyper clairs là-dessus. C'est comme si plus de 50% du boulot n'était pas fait tant qu'on n'a pas tout fini. C'est hyper important. Mais effectivement, ça range l'intérieur. Et en plus, le rangement, comme il se voit et qu'on peut faire des piles, ça renforce aussi pour les gens qui sont inquiets, ça peut renforcer l'illusion de contrôle. Moi, je fais partie de ces gens-là. Je viens d'une famille de femmes anxieuses. Donc moi, des piles, ça me rassure. Mais je suis pas dupe de pourquoi ça me rassure. Mais ça marche. Donc si ça marche, qu'est-ce qu'on s'en fout que j'ai des piles ou pas? Tout le monde s'en fout de la tronche de mon armoire. Bon. Donc en termes d'ancrage, ça peut être pas mal. Ça peut être aussi dans ce que vous mangez. Si vous avez besoin d'ancrage, mangez des choses qui viennent de la terre. Mangez, je sais pas moi, qu'est-ce qui pousse dans la terre? Des carottes, des patates douces. Il y a plein de choses. Des racines, voilà. Oui. Donc vous pouvez aller vers ça. Si à l'inverse, vous avez besoin de légèreté, parce que le changement, il vous a collé au sol à tout le temps faire des choses matérielles, si c'est un déménagement, vous en avez marre de ranger, c'est peut-être pas ça qui va vous aider, bah mangez des mousses, quoi. Faites des soufflets. Oui, truc aérien. Prenez l'air, faites des choses, qui vont... Faites des manèges. J'en sais rien, je balance toutes les idées là qui me passent par la tête, mais interrogez-vous sur votre besoin profond à ce moment-là, qui sera peut-être pas le même que demain, et regardez ce que vous pouvez faire, manger, ressentir, et qu'est-ce qui vous fait ressentir ça, ce dont vous avez besoin à ce moment-là, quoi. Après, tu disais que c'est pas facile, par exemple, de montrer concrètement ce que tu fais, de montrer à tes clients la maison que tu as construite. Mais moi, j'ai regardé sur ton site, il y a pas mal de témoignages qui sont très très beaux. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore allés sur le site de Maëlle Agario, je vous invite vraiment à aller. Il y a une section qui s'appelle témoignages où vous verrez en fait les personnes écrivent en gros quelles sont les transformations, les changements qui sont vécus grâce à ton accompagnement. Et en fait, finalement, on se rend compte que un changement entraîne un autre. Et que très souvent, il y a des personnes qui viennent te voir pour, je sais pas, des questions professionnelles, et il y a le personnel qui change avec, ou alors le personnel, et du coup, il démissionne, par exemple, enfin, je sais pas. Quel est ton ressenti par rapport à ça? Quels sont les changements un peu secondaires que tu vois chez tes clients? Alors, ça vient probablement, principalement d'un choix de ma part. C'est-à-dire que quand les gens viennent me voir, donc la technique que j'utilise, les outils que j'utilise et la manière dont j'accompagne, c'est moi qui ai tout décidé. Ça se serait peut-être passé différemment si au lieu de faire du droit, j'aurais fait psycho à la fac. Mais en l'occurrence, quand j'ai décidé de me diriger vers l'accompagnement en indépendante, j'ai tout fabriqué. C'est-à-dire que j'ai décidé de me former au coaching, alors évidemment toute seule, en discutant avec beaucoup de gens, mais voilà, en tout cas, ce sont des décisions qui vraiment m'appartiennent. Je me suis formée au coaching par rapport à d'autres outils, ça me plaisait plus, à l'Institut des neurosciences appliquées, à la CNV, etc., etc., à la PNL aussi un petit peu. J'ai vraiment construit la pratique comme on se fait faire une robe sur mesure. Je me suis taillé un costard à moi-même par rapport aux outils, par rapport à la manière dont je souhaite accompagner les gens, et de toute façon, c'est un costard qui va continuer à s'ajuster, même s'il y a des périodes, là je suis dans une période où on est pas mal, là. On est vraiment sur du sur-mesure très très proche. Donc à partir de là, la manière dont je vais travailler, c'est un choix de ma part. Et quand les gens viennent me voir, ils viennent me voir pour ce qu'on appelle une demande initiale, qui souvent est dans un domaine précis. Donc ça peut être, le boulot, je sens bien que ça fait X années que je me sens plus bien, j'aurais changé, je sais pas si j'ai envie de changer en interne, une autre boîte, ou complètement un autre boulot. Ou alors ça peut être sur le sentimental, ou alors etc. Donc la demande initiale, elle est pas tout le temps, mais souvent, dans un domaine précis. Parfois, les gens sont sur des domaines un peu plus transversaux. Par exemple, la confiance en soi, la timidité, la procrastination. Voilà, ça sont des thématiques qui peuvent avoir trait à plusieurs domaines de vie différents. Quelle que soit la nature de la demande, ce que j'explique aux gens qui viennent me voir, moi, je dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire, et c'est vraiment un choix de ma part, il y a d'autres gens qui travaillent différemment, et c'est complètement ok. Moi, ce que je dis aux gens, c'est qu'on va ranger toute la baraque. En fait, je sais pas faire... en fait, c'est faux, j'ai même pas essayé. Je vois pas comment on fait quand on bosse qu'un seul domaine. J'aurais l'impression de bosser avec un œil fermé, tu vois. Donc, il me manquerait un peu de la 3D et je risque de louper des trucs. Donc, quand les gens viennent me voir, je leur dis, de toute façon, le début d'un coaching avec moi, c'est qu'on va aller faire le tour des domaines de vie. Après, il est possible qu'on en choisisse. Par exemple, la cliente dont je vous parlais tout à l'heure, avec qui j'ai travaillé aujourd'hui, on en a principalement 2. Le pro
et le sentimental. Ça n'empêche pas d'être allé faire un petit tour sur la question de l'environnement géographique, sur à un moment donné la question de relation à ses parents, parce qu'en fait, c'est souvent en allant bidouiller dans un autre domaine qu'on va régler le problème dans le domaine numéro 1. Soit parce que c'est là qu'est la source, soit parce que c'est là qu'est le levier le plus efficace. Et moi, mon but, c'est de trouver le levier le plus simple, le plus efficace et le plus rapide pour bouger le plus facilement. C'est pour ça que je fais du coaching et que je me suis pas inscrite dans un accompagnement qui est sur le long terme. Moi, mes accompagnements, ils font, je sais pas, 4, 5, 6 mois. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé les chiffres, mais c'est dans ces eaux-là. D'accord. Ça peut faire 6, 7, 8 mois. Quand il y a un peu plus de travail ou qu'on découvre des trucs en chemin ou quand les disponibilités font que voilà, la fréquence est un peu... Mais un an, ça a dû m'arriver une seule fois et c'est quelqu'un qui était expatrié, on pouvait pas communiquer très souvent. Mais jamais je dépasse un an. Pour tout un tas de choix personnels. Ça me gonfle. J'ai rien à un moment donné... je trouve que... Moi, j'ai pas du tout envie de tourner en rond. On tombe dans un confort respectif. La personne a un confort vis-à-vis de moi, puis moi, j'ai un confort vis-à-vis du client. Donc voilà, moi j'aime bien, c'est vraiment un choix de ma part. Donc dans le choix que je fais, pour des raisons techniques, je vais regarder tous les domaines de vie. Et donc forcément, déjà rien que le fait de faire le tour de tous les domaines de vie, ça va bouger des choses toute seule. Il y a même à un moment donné de ma carrière, j'avais proposé des séances uniques comme ça, des bilans, 2 heures de bilan. Et en fait, ça me convenait pas des masses parce que comme je savais pas ce qui se passait derrière, moi j'étais pas très inspirée en fait par ça. Tu vois, je donnais le truc... le paquet aux gens et puis repartais avec et puis je savais pas trop ce qui se passait derrière. C'était pas génial pour moi. Mais en tout cas, ça commence comme ça. Donc de fait, on va aller bouger plein de trucs. Et puis, si on prend l'exemple de quelqu'un qui prend des niveaux d'estime de soi, de performance au boulot, qui se met à parvenir à faire des trucs qui n'étaient pas possibles jusqu'à maintenant, à être fier de lui ou d'elle, à se sentir bien dans ses pompes, forcément ça va bouger d'autres trucs dans sa vie. Dans un sens ou dans l'autre. Peut-être que cette personne, je pense à quelqu'un qui se reconnaîtra certainement, va se retrouver, pour la première fois de sa vie à un âge adulte, à dire merde à ses parents. Quand je dis dire merde, ça veut dire non. Poser une limite, à dire en fait, quand il se passe ça, c'est pas ok pour moi. Donc ça peut être inconfortable aussi, mais là, c'est pour cette personne-là, et puis souvent, quand on parvient à poser des limites avec les gens, limites réfléchies, c'est le signe d'une évolution dans l'estime de soi. Parce que se respecter, c'est aussi ça. C'est dire, en fait, ça va pas être possible. Et ça, ce type de changement, donc du coup, tu les vois dans les personnes qui t'accompagnent. Donc dans une période de 4 à 5 mois, par exemple, ils peuvent déjà complètement changer d'attitude, changer de... D'accord. Bien sûr. Ok. Ouais. Et puis, c'est des choses qui sont évaluées constamment. Alors, je vais pas trop rentrer dans les détails, parce que s'il y a des gens que je coach et qui écoutent cette émission, il y a des choses qui marcheront moins bien s'ils savent comment je fais exactement. Mais moi, je considère que mon travail... Je considère que j'ai une obligation partielle, parce que c'est une responsabilité partagée, mais j'ai une obligation de résultat. Donc, je porte attention tout le temps à ce qui bouge et ce qui bouge pas, et à pourquoi ça bouge et pourquoi ça bouge pas. Mais les résultats, je veux dire, en 2-3 séances, il se passe des trucs. Enfin, même en fait, au bout d'une séance, il se passe des trucs, parce que tu peux pas faire un bilan des différents domaines de vie et pas comprendre des trucs, c'est pas possible. Après, il y a des trucs qui vont bouger plus vite que d'autres, il y a des choses qui se bougent plus facilement, il y a des choses qui sont plus complexes. Et je sais maintenant, avec le recul que j'ai dans ma carrière, qu'il y a des choses qui bougeront après le coaching. Et ça fait partie d'un truc que j'ai accueilli, que j'accueille maintenant avec une grande joie. C'est quand soit je recroise les gens, soit il y a des gens qui sont devenus des amis, donc je vois bien ce qui se passe, ou même eux m'appellent très spécifiquement pour me dire, tu sais, le truc dont on avait parlé là il y a 1 an et demi et qui n'était pas possible pour moi. Voilà. Exemple concret, une cliente qui était dans ce que j'appelle une équation compliquée, carrière importante, 2 enfants, un mari pas toujours... comment je peux formuler ça ? Reliable. Sur lequel elle pouvait pas compter dans tous les domaines, on va dire ça comme ça. Bon, une équation un peu tendue, c'est-à-dire que suivant le contexte des gens, j'ai quand même plus ou moins de marge de manœuvre, et eux aussi. Donc là, c'était un contexte vraiment, vraiment serré. C'est quelqu'un qui était un peu en train de s'épuiser au boulot. Et en fait, pour la première fois cet été, alors qu'on a terminé il y a 1 an et demi ou 2 ans au moins, elle a réussi à partir en vacances 2 ou 3 semaines, je sais plus, mais sans bosser. Et ça, c'était fou. C'était incroyable. Incroyable. J'aurais dit ça au début du coaching, même à la fin du coaching. Infaisable. Ah ouais. Oui, mais tu comprends, on attend de moi, j'ai un poste important, j'ai un poste à responsabilité, mais avec ce qu'on me paye en plus, des métiers comme les miens, sur Paris, il y en a 10.
Bon, tu vois toutes les peurs là derrière qui sont, hein, c'est-à-dire j'ai déjà du bol d'avoir ça, alors bon, etc., etc. Avec tout un tas de raisons. Hein. C'est un milieu extrêmement compétitif, dans lequel les femmes n'ont pas forcément... Bon, je vais pas non plus... Mais tu vois un peu l'image du contexte. Eh ben, il a fallu ce temps-là pour qu'il y ait suffisamment de choses qui soient posées, digérées, des micros, petit à petit les évolutions, pour qu'à un moment donné, ce soit suffisamment solide, et qu'elle dise, vous savez quoi, je me tire, je répondrai pas. Et ça n'a posé évidemment aucun problème, parce que quand ça arrive à un moment où ça fait sens, où les choses, les bases ont été posées, bah ça passe comme une lettre à la poste. Bien sûr. Et c'est vrai que parfois, tu peux jeter des petites pierres dans l'eau et te rendre compte, enfin, c'est un peu l'effet papillon, je sais pas, des effets qu'à long terme, j'écoutais ta dernière intervention sur Radio Médecine Douce, où tu parles donc du coup des coachings en direct, donc je vous ai parlé à l'introduction, tu fais des coachings en fait de temps en temps sur Radio Médecine Douce, des personnes qui appellent sur une problématique et en 10-15 minutes, tu les coaches, donc tu leur donnes des conseils. Et il me semble qu'il y a déjà certaines personnes qui t'ont donné des retours, je sens, des changements qu'ils commencent à avoir alors que tu leur as parlé que 10-15 minutes, voilà, tu as débloqué quelque chose. Oui, ça c'est la magie qui opère, c'est-à-dire que, bon, après c'est un cadre un peu particulier. Quand on est à la radio, c'est un peu comme si on était sur une scène, même si elle est invisible, donc on est un peu sur un piédestal, il y a tout un tas d'éléments qui font qu'il y a quelque chose de spécifique au contexte. Et effectivement, il y a aussi un truc que moi je m'autorise dans le cadre de ces émissions-là, c'est que comme j'ai 10 minutes, un quart d'heure, je vais prendre un peu moins de gants. Mais les gens le savent, hein, donc les gens ils appellent, ils sont conscients de ça, ils connaissent le deal. Et donc je vais aller assez vite à ce qui me semble être l'essentiel, et parfois ça suffit. Comme parfois quand on fait des ateliers en entreprise, comme j'ai beaucoup fait fut un temps sur la gestion du temps, bah, ça peut suffire. Tout le monde n'a pas ni besoin ni envie de faire un coaching sur plusieurs mois, d'investir du temps, de l'argent, de l'énergie dans un accompagnement comme celui-là. Des fois, une phrase, ça peut suffire. Ouais. Et effectivement, on a des retours a posteriori. On avait en particulier cette jeune femme qui nous avait appelé, qui voulait, entre guillemets, séparément un appartement et un amoureux. Et quelques mois après, elle a trouvé l'amoureux et ensuite ensemble, ils ont pris l'appartement. C'était complètement fou d'avoir ce retour. Elle nous a contacté d'elle-même et puis on l'a rappelé donc à une émission ultérieure, on a eu ce retour. Et c'était suite à des exercices que je lui avais proposés, plus que des conseils en tant que tels, c'était l'exercice des listes. Si tu veux quelque chose, un appart ou un mec, ben tu listes comment tu veux que ça soit. Avec les choses les plus subjectives. Si tu veux que ce gars... Je sais pas pourquoi, si tu penses ou veux que ce gars soit grand avec une moustache, tu mets ça. Si tu veux que l'appartement il soit orienté au sud-est, tu mets ça. Fin... Et après, ton cerveau, il cherche de façon de résoudre l'équation. Alors, t'as deux croyances qui, pour moi, sont la même. Donc, les deux me vont. La première, c'est effectivement ton inconscient à qui tu vas donner une indication suffisamment précise pour qu'il se mette à chercher précisément ça. Donc, ça va te faire gagner un temps fou. Soit c'est la loi de l'attraction, et en demandant à l'univers un truc précis, il va pouvoir te le donner. Mais pour moi, en fait, c'est la même chose. Pour moi, l'inconscient et l'univers, c'est pareil. Donc, ouais, ça marche. D'accord. D'où mon petit warning en général à dire, faites gaffe à ce que vous écrivez. Parce qu'en fait, ça marche. Donc, assurez-vous bien que ça fait sens pour vous, ce que vous êtes en train de raconter, quoi. Oui, c'est ce que Don Miguel Ruiz disait, c'est les paroles et les mots sont presque des enchantements. Enfin, Ouais, c'est des sorts, c'est des incantations. C'est ça, exactement. Donc, donc... Faites gaffe, c'est plutôt pesez bien vos trucs, quoi. Demandez-vous, est-ce que ça fait sens pour vous ? Et puis, il y a des trucs que vous pourrez pas deviner. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses, tant que vous l'aurez pas vécu, vous pourrez pas savoir. Donc, il y a rien de grave. Hein. C'est-à-dire que si vous demandez, j'en sais rien, moi, un appartement dans un certain quartier ou dans une certaine ville et qu'en fait, vous vous rendez compte que c'est trop bruyant pour vous, ça arrive. Donc, vous pouvez prendre des mesures sur place et puis peut-être décider de déménager parce qu'il vous fallait traverser cette expérience-là pour réaliser qu'en fait c'était plus ce dont vous aviez envie, et c'est ok. Mais dans l'exercice des listes, ouais, ça quand ça marche, quoi. D'accord, donc si on pense à faire un changement, si on décide de faire une liste, faites attention. Faites-la en conscience. Voilà. Ouais, c'est ça. Pareil sur l'argent, n'oubliez pas qu'il y a les impôts avec. Quand les gens font des listes d'abondance financière, les impôts, c'est toujours là. Abondance ou pas, ils sont là. C'est vrai.
Bon, Mais c'est juste des éléments à prendre en compte quand on visualise un peu ce qu'on veut obtenir. avec cette jolie pensée et ce conseil très concret, je te remercie. Avec grand Léa. plaisir. Merci à toi. Et on te retrouve donc sur Radio Médecine Douce en novembre. La prochaine session, ce sera le 20 novembre pour ceux qui souhaitent appeler. Tout à fait. Voilà. Et sinon, merci beaucoup et on se verra bientôt. Ouais, avec plaisir. Voilà. Merci. Ciao. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le partage de mes lectures, des expériences personnelles et des interviews vous plairont et vous aideront si vous êtes comme moi, en train de vivre un changement dans votre vie. Si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter sur YouTube, Facebook, Instagram @hdc.podcast, m'envoyer un mail à l'adresse hdc.podcast@gmail.com, hdc comme histoire de changer, ou bien vous pouvez partager votre histoire sur les commentaires iTunes que je lirai sur les prochains épisodes. Prenez soin de vous et à la prochaine fois. Expand your horizons in all directions at once.